Donald Trump qui a donc mis ses menaces à exécution. En tout cas, il annonce une possible application à partir du 1er février de 10% de droits de douane sur 8 pays européens. La France est concernée. Donc dès le 1er février. 1er juin, c'est 25%, tant que, ou en tout cas jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à racheter le Groenland. On y vient donc. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Fondateur du site Insolentiae. Charles Sana. Juste un truc, sur quelle base juridique il s'appuie Donald Trump sur cette droit de douane? Parce qu'autant avant, il y avait une logique commerciale, il y avait la guerre commerciale, mais là, on parle ce sont des pressions politiques avec une utilisation d'armes commerciales. Mais mon cher David, je dis et redis que le droit international n'est jamais rien qu'une fiction imaginaire et une fiction collective. D'ailleurs, de même que tous les droits, à commencer par toutes nos constitutions, nos déclarations, nos droits de l'homme, tout ça, ce sont des fictions imaginaires que l'on se raconte, dont l'importance et la portée sont absolument considérables. Tel n'est pas mon propos, hein. Je ne suis pas là en train de dire que ça ne sert à rien, mais je dis que ce sont avant tout des fictions imaginaires, des histoires. Or, nous savons tous, quand on dépasse un certain âge, que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, que la loi est toujours écrite par les vainqueurs, et que rares sont les vainqueurs qui passent devant la Cour pénale internationale à La Haye, dont les juges sont soumis à des sanctions par les Américains. Donc, voilà, si vous voulez, aujourd'hui, pour répondre à votre question, sur quelle base juridique, mais c'est sur la base juridique de la musculature du plus gros, du plus grand et du plus fort. Voilà, rien n'a changé, hein, c'est toujours la loi du plus fort qui prime dans les relations Non, internationales. mais vous voyez mon point de vue, il y avait l'objectif d'un rééquilibrage de la balance commerciale américaine très déficitaire, qui était l'argument sous-jacent, encore une fois, de Donald Trump. Là, à part faire pression politique sur les pays européens, je vois pas. Mais écoutez, il y a plusieurs choses bizarres, hein, dans cette affaire, David, pour tout vous dire. Alors d'abord, il y a eu un traité en 1951, hein, entre les États-Unis, le Groenland, le Danemark, etc. Bon. Et donc ce traité de 1951 stipule que les États-Unis installent absolument toutes les bases voulues, souhaitées, qu'ils les exploitent comme ils en ont envie à n'importe quel moment. Bon, d'ailleurs, ils ont une très grosse base qui est la base de Thulé là-bas au Groenland. Donc euh, la possession juridique, si vous voulez, de l'île, qu'ils n'ont pas aujourd'hui, ne les empêche pas, pour le moment, d'être clairement implantés au Groenland. Également, d'empêcher la Chine de prendre pied sur le Groenland, parce que la Chine essaye de s'implanter, essaye d'obtenir des concessions, essaye d'installer des mines, essaye d'envoyer ses bateaux, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a une véritable offensive chinoise autour du Groenland. Une menace potentielle que les États-Unis ne peuvent absolument pas tolérer avec la mise en place de cette nouvelle doctrine Monroe 2.0 et modernisée et réadaptée par Donald Trump. Alors, qu'est-ce que ça leur apporterait aujourd'hui de plus que ce qu'ils n'ont déjà, que de détenir juridiquement le Groenland en risquant de se fâcher très fortement avec les Européens et en risquant peut-être même de faire exploser l'Alliance L'OTAN. Atlantique bon. Et donc l'OTAN. Donc c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir, je pense, qu'on revienne pour essayer de voir un petit peu ce que ça peut cacher. Et alors, ça cache quoi? Dites-nous tout. Eh bien, je ne sais pas ce que ça cache. Ah, À ce stade, on peut faire que des hypothèses. Ce qui est sûr, c'est que si on revient un tout petit peu en arrière, nous sommes au mois de juillet-août 2025, il y a à peine 6 mois. Nous sommes en pleine fin de la guerre commerciale avec les États-Unis. Ursula von der Leyen va signer un accord au nom de l'Union européenne. Et cet accord qu'on signe avec les États-Unis pour éviter les droits de douane de 30%, c'est quand même des droits de douane de 15%. C'est 750 milliards de dollars d'engagement d'achat de pétrole et d'énergie américaine, donc notamment du GNL, du gaz naturel liquéfié. C'est 40 milliards de dollars d'achat de puces spécialisées dans l'IA, ce qui va permettre aux Américains de créer des usines. Et c'est un engagement de 600 milliards de dollars
600 milliards de dollars d'investissements européens. C'est quoi le rapport avec le Groenland, pardon? Vous avez raison, hein, mais... Non, mais premier rapport avec le Groenland, c'est que c'est un deal qui correspond objectivement à une saignée européenne. Ouais. D'accord? Donc, Donald Trump, on peut penser qu'en tant que businessman avisé, il n'a pas envie de prendre le risque de remettre ce deal qui lui est tout à fait favorable en compte. Donc déjà, il pense que ça ne va pas remettre le deal en compte. Ça, on pourra en parler aussi. Alors, qu'est-ce qui fait Donald Trump s'il va jusqu'au bout? En fait, il acte plusieurs choses qui avaient été évoquées, souvenez-vous, lorsque J.D. Vance, son vice-président, vient faire un discours à Munich qui va outrer l'Europe entière, en parlant de la pérennité même de la civilisation européenne, et en disant, en gros, dans 30 ans, la civilisation européenne telle qu'on l'a connue, elle va disparaître. Donc, première hypothèse, Donald Trump acte en fait la disparition à long terme de l'Union européenne et de la civilisation européenne telle qu'on l'a connue et qui pouvait être un allié important avec une économie importante. Bon. Il acte un potentiel déclin économique irréversible de l'Union européenne. Il ne va pas sacrifier, partant du principe que de toute façon l'Europe ne sera plus l'ombre que l'ombre d'elle-même. Il ne va pas attendre qu'une Europe affaiblie, qu'un Danemark affaibli, par exemple, revende le Groenland aux Chinois ou laisse les Chinois s'implanter, comme la Grèce a revendu un certain nombre d'actifs. On peut penser à ces grands ports, à des grands consortiums chinois. Donc, il va prendre les devants. Est-ce que Donald Trump, avec cette nouvelle crise, n'acte pas aussi la fin de l'OTAN ? Je ne veux plus de l'OTAN sous cette forme-là. Moi, Donald Trump, j'incarne le courant souverainiste, anti-woke, anti-immigrationniste, et j'ai des dirigeants européens qui sont mondialistes, qui sont pro-immigration et qui sont plutôt progressistes socialement. Donc, vous avez des lignes de clivage qui sont absolument considérables et qui peuvent, d'une certaine manière, peut-être, c'est une hypothèse, expliquer ou éclairer la décision qui semble quand même surprenante du conflit que déclenche Trump au sujet du Groenland. Après la question, on manque un petit peu de temps, mais il faut qu'on accélère un petit peu, Charles, est-ce que le président américain peut aller au bout de ces menaces et les mettre à exécution? Je lisais une interview du patron du CEPI, qui connaît bien les relations internationales, qui disait que ces menaces étaient de moins en moins crédibles et qu'a priori, Trump cherchait un compromis diplomatique, comme souvent. Oui, on peut espérer à ce stade que ce soit plutôt ça, mais là après, ça nous renvoie, qui dit compromis diplomatique, je vous renvoie à ce qui avait été négocié au mois de juillet, au mois d'août, lors de la dernière mise sous pression. C'était un peu asymétrique. Hein. C'est très joliment dit, David, exactement. Comme vous dites, c'était assez asymétrique. Bon, et donc là, ça nous renvoie à toutes nos faiblesses et à toutes nos dépendances, aggravées d'ailleurs par notre dépendance à l'énergie américaine, puisque je vous rappelle quand même qu'on n'est pas plus très copains avec la Russie, qu'on n'a plus franchement de gaz russe, et que les seuls capables de nous fournir du gaz en grande quantité, alors que nos réserves ne sont plus qu'à 50% au moment où on parle, ce sont les Américains. Donc c'est compliqué aujourd'hui de se fâcher très fortement avec les Américains. Hein. Ouais, après, évidemment. Après, je me demande comment est-ce qu'on fait pour imposer des droits à 8 pays de l'Union européenne, uniquement 8, alors qu'il s'agit d'un marché unique, et qu'il n'est pas possible de cibler un pays en particulier, ou alors cibler effectivement les vins français. Et encore, je disais qu'on pourrait très bien faire transiter ça par un pays type l'Espagne ou autre chose, qui après enverrait les marchandises aux États-Unis. Donc j'ai du mal à comprendre ça pour le coup. Oui, alors effectivement, on peut se dire ça, effectivement, David. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Mais le deuxième effet qui se coule, c'est de réfléchir 2 secondes et de se rappeler l'utilisation du droit extraterritorial
américain, vous êtes à peu près sûr que les entreprises européennes qui vont se charger de vendre pour le compte d'une entreprise européenne soumise à des droits de douane pour leur faire contourner les droits de douane américains Se feront taper vont dessus. se retrouver Ouais. mises à l'amende d'une manière absolument effrayante. Et Dieu sait que les Américains sont extrêmement violents dans leur justice et dans leur manière de faire passer leur justice. Quelle riposte, et c'est hyper important, Charles, pour les Européens? Berlin parle à l'instant de contre-mesures des Européens. Réponse ferme, c'est ce qu'ont promis les Européens aussi. Il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut pas se laisser faire sur ce coup-là. Alors moi, si vous voulez, je suis pas dans une position ou dans une posture morale à vous faire de la moraline, David. Moi, j'étudie les rapports de force en fait. Et ils peuvent raconter ce qu'ils veulent là, nos gentils mamamouchis, qu'ils soient allemands, français ou anglais. La réalité, c'est que quand on mesure 1,50 m, on va pas affronter le géant de 2 mètres, quoi. Voilà, sauf quand on s'appelle David et qu'on a une super Goliath. fronde, mais ouais, exactement. Mais en tout cas, on a quand même un peu d'instinct de survie. Donc, si vous voulez, dans cette histoire de rapport de force, je rappelle quand même juste une réalité. Nous sommes dépendants de l'énergie américaine. Nous sommes dépendants actuellement, particulièrement avec la guerre en Ukraine, des armements américains, du renseignement américain, de l'assistance technique américaine. Nous sommes dépendants des GAFAM, nous sommes dépendants des systèmes de paiement américains, Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay ou PayPal. Tout ça, c'est américain. Nous sommes dépendants évidemment de la finance américaine, des agences de notation américaines, des marchés financiers américains. Et enfin, nos entreprises ont pour principal débouché aujourd'hui quand même le marché nord-américain. Donc c'est extrêmement compliqué quand on fait la liste de nos faiblesses et de nos dépendances de dire que nous allons riposter avec force. Alors bon, on entend nous avons parler. envoyé 15 soldats, nous Oui, pouvons doubler les non, mais effectifs, David, je parle d'un et point de passer vue, à 30. je parle d'un point de vue riposte commercial parce que le président de la Non, République mais j'avais française compris. parle de l'outil. Je sais, je vous Je vous taquine, taquinais. je sais moi aussi. Il demande l'outil, l'activation, le président français, de l'outil anti-coercition. C'est un instrument de défense qui a été adopté en 2023, défense commerciale, qui n'a jamais été enclenché. À l'époque, c'était vis-à-vis de la Chine potentiellement. Donc, il permet aux 27 de prendre toute une panoplie de mesures. C'est très très vaste, des représailles. Si jamais un pays tiers cherche à forcer nos décisions politiques, on y est. Est-ce qu'il faut l'utiliser? Comment? Et contre qui? Effectivement, dans les services numériques, dans les services financiers. Est-ce que c'est vraiment un bazooka, ce truc? Potentiellement, c'est un bazooka, et puis potentiellement, la manière dont va le vivre le président américain risque d'être vécue comme un bazooka et risque de nous renvoyer 3 bombes atomiques sur le coin du nez. Donc, commercial, j'entends bien sûr. Donc, si vous voulez, est-ce qu'il faut le faire? Je me garderais bien d'avoir une certitude à ce sujet-là. J'aurais plutôt tendance à être extrêmement pondéré. Encore une fois, vous savez, quand on est à la tête d'un pays qui a 3500 milliards d'euros de dette, qu'on est à la tête d'un pays qui est extrêmement fragile Non, mais c'est l'Europe. socialement. Pardon, c'est l'Europe qui répond. C'est pas une réponse française. Oui, enfin d'accord, mais enfin quand vous avez, enfin c'est que certains pays européens qui sont sanctionnés. Le fait que la France en fasse partie n'est pas un hasard, puisque le président Macron est très en pointe sur l'affaire du Groenland et sur un soutien affiché publiquement. Et pareil, je dis pas c'est bien ou c'est mal. Hein. Là aussi, je vais faire preuve de beaucoup d'humilité et de pondération. On est sur des sujets extrêmement compliqués. Je vous dis néanmoins que en termes de rapport de force, nous ne sommes pas bien placés du tout. Et encore une fois, j'insiste, hein, quand on a 3500 milliards d'euros de dette, on est extrêmement fragile sur les marchés financiers. 2-3 dégradations bien senties par les agences de notation et on peut se retrouver avec une crise de la dette souveraine en moins de temps qu'il ne faut pour dire ouf. Donc, encore une fois, il y a le fait de hausser le ton, il y a le fait de blablater, il y a le fait d'habiller nos faiblesses en termes de communication pour essayer de les atténuer un petit peu dans l'esprit de la population. Je pense qu'on va plutôt rester autour de ça, hein, c'est-à-dire qu'on va parler, on va blablater, on va menacer, on va s'agiter, et puis à la fin, que voulez-vous que nous fassions? Que nous soyons en guerre contre la Russie d'un côté et en guerre contre les États-Unis de l'autre? Je pense que les derniers qui ont fait ça, c'était
c'était l'Allemagne d'un certain Adolf H. Ça s'est pas très très bien terminé pour lui. Bon, donc si vous voulez, là aussi, je crois qu'il faut vraiment être très 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 conscient de nos dépendances, de nos soumissions, de nos faiblesses. Et donc, je terminerai juste par ça, David, c'est que si on voulait réellement riposter aux États-Unis, si on voulait réellement riposter face à la Russie, il faut pas se leurrer. Il faut recréer de la souveraineté, il faut recréer de l'autonomie et il faut recréer de la dépendance, de l'indépendance pour sortir des dépendances. Et ça se passe par euh, une industrie qui est en marche, une industrie qui est relocalisée, des capacités de production, des capacités d'innovation. Ça passe par des géants européens à la place des GAFAM. Ça passe par une souveraineté des moyens de paiement. Et ça passe évidemment, David, par des comptes qui sont bien tenus, parce que la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Allez, merci beaucoup. Vous avez raison, on ne mord pas la main qui vous nourrit, c'est un peu ça l'idée aussi. Merci beaucoup en tout cas, C'est exactement ça. Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, bonne semaine. Merci David, merci à tous.